est-ce que vous avez voulu faire un kaléidoscope de ces années-là avec, est-ce qu'il n'y a pas un brin de nostalgie et d'une période charnière peut-être de l'histoire de France? Alors nostalgie, dans la nostalgie, il y a une notion de souffrance. Et il n'y a pas de souffrance dans notre démarche, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est nostalgique, on souffre d'un paradis perdu ou d'une période perdue. J'ai pas l'impression que c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on raconte que tout était formidable à l'époque, puisque voilà, on a un contexte social avec un père au chômage, parce que en 81, c'est la rigueur, c'est l'austérité de Raymond Barre et ses 2 millions de chômeurs. C'est un moment où il y a des virus catastrophiques comme le sida. C'est un moment où il y a du racisme, et SOS Racisme naît de ce contexte-là. Mais je dirais qu'on a plus eu envie de capturer le temps, de pouvoir de temps en temps, et c'est magique au cinéma, faire une capture, une espèce d'abri pour le temps, parce que voilà, on sent que, il y a une génération qui s'en va. D'ailleurs, le film est beaucoup en hommage aussi à nos familles, à nos parents qui sont arrivés, qui ont arrivé parfois d'un autre continent et qui sont venus avec une espèce de courage et de bonne humeur et nous montrer un chemin. Et tout le décorum qui les accompagnait s'en va. Et c'est marrant parce que je vais vous raconter une anecdote. Quand on va voir les bus et les métros à la réserve de la RATP à Paris, où on peut les choisir pour le cinéma, vous avez comme ça un espèce d'éventail qui démarre à peu près avec les premiers bus de 1900 jusqu'à 1995-2000, qui sont consignés comme ça, et on dirait vraiment le décor des êtres humains. Quand ils viennent sur Terre, ils ont ce décor, puis après ils partent. Et donc on rentrait avec Olivier, on voyait des métros des années 50, 60, 70, en disant c'est marrant, le nombre de gens qui ont travaillé avec ce décorum, le nombre de gens qui ont été tous les matins au travail, et puis à un moment, eux ils sont partis, puis d'autres arrivent. C'est ce sentiment-là qu'on a voulu capturer. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, mais on sent qu'il y a une partie des gens qui partent, et leur décor avec, et on n'avait pas envie qu'ils partent, sûrement. Ça doit être ça. Et vous avez pratiqué pareil avec la musique? La musique, c'est un peu différent, parce que la musique, c'est un marqueur temporel, un marqueur très intime, et elle a une place cruciale dans tous nos films, et a fortiori celui-là, parce que le terrain de jeu, il est presque infini, mais justement, on voulait trouver à chaque fois pour la bonne scène, la bonne musique. Alors évidemment, on écrit en musique, certaines musiques ont perduré avec le scénario, d'autres sont arrivées avec le montage. Mais oui, on prend un plaisir infini à essayer de faire la meilleure playlist pour profiter de ce pouvoir-là qu'ont les auteurs et les interprètes de nous catapulter encore plus dans le temps. Donc on a le maquillage, le costume, les décors évidemment, et la musique. Donc on espère qu'avec ça, les spectateurs vont accepter cette illusion de passer 2 heures en 1985. Pour encapsuler cette époque, Imagination et Téléphone, marqueur de cette décennie. Juste une illusion représente bien l'illusion que l'on a à 13 ans d'avoir compris quelque chose et de comment on va avancer dans la vie. Et rêver d'un autre monde, c'est aussi quelque chose qui à cette époque vous anime encore. On n'est pas encore dans la désillusion. Ce qui est un peu plus malheureusement le cas quand on prend un peu d'âge. On cite souvent le cinéma italien, et il y a une phrase dans Nous sommes tant aimés qui disait « On voulait changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changé ». C'est ça la période dans laquelle on est en termes d'âge. Et donc c'est le moment de se rappeler justement que c'est l'illusion de changer le monde qui nous a portés. On est toujours du pays de son enfance. On est toujours un peu exilé du pays de son enfance. Je pense que le film raconte ça, et que cette image du petit qui regarde son immeuble d'enfance, qui va s'éloigner pour aller de façon symbolique vers l'âge adulte, puisque c'est un rituel de passage d'avoir 13 ans et de s'habiller en homme et de passer de l'autre côté comme ça. Je trouve que le fait que cette musique très émotionnelle, très ritournelle, composée par un compositeur exceptionnel, François de Roubaix, qui est mort très jeune d'un accident de plongée et qui a quand même lâché en quelques années des perles vraiment musicales du cinéma français, comme Le Vieux Fusil, comme Le Samouraï, comme vraiment... évidemment, Dernier domicile connu, mais le synchronisme du titre est exceptionnel, parce que finalement, est-ce que l'enfance, c'est pas quitter le dernier domicile connu, où on est protégé, où on est
Finalement, l'adolescence, c'est la rencontre avec la difficulté de l'existence. On va découvrir, d'où les questions existentielles de ce môme qui dit on va où quand on est mort, pourquoi il y a des gens qui souffrent. Ces questions-là, on les abandonne un temps pour rentrer dans l'âge adulte, mais est-ce qu'on y a vraiment répondu? Non, finalement, je pense que plus on avance dans la vie, plus le côté insensé de l'existence vous apparaît. Il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a que des questions. Mais ces questions-là, elles sont verbalisées à 13 ans d'une façon tellement claire que voilà, c'est vrai que c'est, disait Olivier, une période charnière. Tout à l'heure, dans une autre interview, il disait on se rappelle moins de ses 23 ans ou de ses 42 ans que de ses 13 à 15 ans. Pourquoi? Pourquoi ces années-là, elles vous marquent à ce point-là et pourquoi vous allez toute votre vie être déterminé par la première accès que vous avez eu à l'existence. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. On l'a tous vécu. Enfant, adolescent et adulte, c'est encore plus compliqué cette période. C'est une métamorphose et Dolto l'avait aussi consigné dans une théorie qui s'appelle le complexe du homard. Un livre d'ailleurs. Un livre qui s'appelle comme ça et c'est la mue. Mais pendant la mue, on n'a plus notre carapace et donc on est fragile à tout un tas de choses, à tout un tas d'émotions. Évidemment, les hormones s'agitent et là, on découvre tout un tas de choses, du meilleur et du pire, parce qu'on prend conscience de la fin, de la mort, hein, les questions existentielles, évidemment, l'amour, la religion, le sexe, les côtés... Le désir, tout ça se percute et c'est ça qu'on avait envie de retrouver et de faire passer ces sensations-là. Et effectivement, les années 80, ce sont des années charnières, coincées entre les 70 et 90, comme un jeune ado qui est coincé entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est un film où il y a beaucoup de, entre guillemets, de entre. Au passage, le complexe du homard raconte que le homard est un animal qui perd sa peau et qui reste un peu à nu avant d'en reconstituer une nouvelle. C'est pour ça que Dolto a comparé ça à l'adolescence. Il y a un moment où on perd sa peau d'enfant, on est un peu à nu et ensuite on va redevenir adulte en recréant une autre carapace. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Une carapace qui peut ressembler à une doudoune. Nos jours heureux, c'était la force du groupe sur l'individu. C'est-à-dire qu'on a travaillé 10 ans dans ces endroits-là, et c'est vrai que vous avez un jugement, un préjugé quand vous arrivez sur un quai de gare. Il y a une fille qui est belle, elle va vous attirer plus que les autres. Et puis en fait, la colonie de vacances fait que le temps passe et qu'il y a une espèce de gravitation, de constellation, où on va voir des gens qu'on n'avait pas vus la première semaine, qui ont d'autres atouts, d'autres charmes. Il va y avoir des gens qui ont l'air un peu peut-être plus en difficulté, mais qui vont plus nous toucher. C'était la modification par le groupe. Là, on a vraiment choisi un sujet singulier, un enfant de 13 ans, et c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir le monde. Et c'est vraiment quel est le regard d'un enfant quand il casse la coquille de son œuf et qu'il regarde autour de lui, comme les animaux. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un frère, il voit des parents, il va découvrir que ce n'est pas des héros, mais c'est ses parents. Et c'est comme ça, toute la vie. Vous voyez une phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde qui dit les enfants, les parents d'abord on les aime, ensuite on les juge et peut-être qu'un jour on leur pardonne. Il y a tout qui est dit là-dedans. C'est vrai qu'on a notre rapport à nos parents est très complexe et on le voit. On a fait aussi une série qui s'appelle En thérapie pour raconter aussi qu'à un moment ils sont obligés de défaire par le langage ce qu'on a fait par le langage. Donc il y a des filiations et en même temps il y a des vraies différences. On voulait chercher en nous pour décrire nos parents, justement pour ne pas aller leur demander à eux. C'était le point de vue de ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il perçoit quand on lui dit ton papa est au chômage? Comment il se prend ça dans la tronche? Son regard à lui sur ses parents qui se disputent souvent, mais il y a quand même une infinie tendresse dans ce couple qui tient, qui passe les années et qui tient. Donc non, c'est vraiment concentré sur notre intimité propre pour construire cette famille qui est vraiment un concentré de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. C'est comme ça qu'on a avancé. On n'a pas été enquêté auprès de nos parents puisque on voulait garder notre perception à nous sur ce qu'ils ont traversé. Et je dirais que le film est une proposition, c'est un 9e film, on a la chance de pouvoir continuer à s'exprimer depuis maintenant une vingtaine d'années, et je ne compte pas la série dedans, mais je pense que c'est un objectif assez différent d'habitude. On a voulu faire un film de sensation. C'est-à-dire qu'il y a des films d'histoire, il y a des films avec un thème central, on en a fait, il y a des films qui sont des comédies pures comme Le sens de la fête. Là, c'est un film de sensation dans le sens où, à chaque fois qu'on a vu des techniciens ou des artistes avec qui on travaillait, par exemple, le chef d'écho lui a dit « Je veux que quand on rentre dans la maison, on en ressente l'odeur. »
On voudrait qu'il y ait cette espèce de chaleur familiale quand vous rentrez avec la télévision. Et donc, chaque fois qu'il y avait un papier peint, une couleur, un maquillage, une coiffure, il fallait qu'il y ait la sensation que le spectateur, qu'il l'ait vécu ou pas, puisse rentrer dans notre histoire par un mode presque proustien, qui évoque comme ça quelque chose de... Alors, la sensation du premier baiser, la sensation de la relation avec le frère qui est à la fois violente, mais qui n'a pas d'incidence. Ils peuvent se frapper et dire « mais t'as pas cours aujourd'hui ?» Ça peut arriver. La sensation du bruit des parents qui s'embrouillent derrière. Vous avez... qui est votre bruit de... C'est votre bande sonore de l'enfance. Et la sensation de l'énergie et des disques à la demande. La radio qui était... La sensation de la radio, qui était tout le temps dans nos appartements. Le logo d'RTL comme ça, tin, 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 tin. Il y a toujours quelque chose qui vous accompagne. Les musiques, évidemment, les musiques dont on a parlé. Alan Parsons Project, pour moi, me projette un dimanche soir où j'ai pas fait mes devoirs. Michel Drucker à la télé, c'est aussi mon enfance, dans une émission. Le fait de transgresser, le fait de fuir le cadre, tout ça, ce sont des sensations. Et parfois, il y a des films qui viennent repointer et reconvoquer chez vous une émotion par un autre biais que l'émotion classique. Et comme on est au 9e, on cherche d'autres méthodes, d'autres voies d'accès. Celle-là nous a tout de suite inspirés. Votre famille de cinéma, est-ce que vous avez informé Claude Lelouch que vous alliez parler de lui dans le film? Alors là, ça va plus loin, il y a une anecdote. Je laisse la raconter, mais elle est belle. On a informé Michel Drucker, évidemment. Mais au-delà de ça, Claude Lelouch, il a demandé à lire le scénario. Parce qu'on lui a dit, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps et qui a toujours été d'une grande bienveillance avec nous. Et évidemment, il a fait des films matriciels pour nous. On lui a envoyé le scénario, il a répondu dans la journée, il a dit j'ai lu le scénario, je me suis marré, j'ai adoré, mais vous prenez tout ce que vous voulez, à une condition que je vienne faire un plan dans le film. Donc on a cadré un plan dans le film. Vous imaginez, pour nous, c'était exceptionnel. Claude est arrivé, on lui a donné le plan de la journée, on lui a dit tu choisis ce que tu veux faire. Et il a choisi un plan au zoom, en longue focale. Et il y a donc un plan dans le film qui est filmé par Claude Lelouch. Donc ça, pour nous, c'est un symbole très très fort. Et pour ceux qui sont en presse et qui veulent, il y a une photo qui immortalise ça, où effectivement, il est au cadre, je suis à droite, il est à gauche. Oui. Et on dit moteur, action, et c'est Claude qui filme. Et pour nous, d'avoir... Alors que nous-mêmes, on a pastiché, on a refait les plans d'un homme et une femme dans le film. Vous avez vu quand ça passe au noir et blanc avec la pluie. C'était quand même assez anecdotique que Claude Lelouch fasse un plan dans notre film. Donc il y a toujours tous les autres films qui sont présents dans les films, de façon métaphorique, de façon abstraite, de façon figurée, mais on vient avec tous les films qui sont derrière. C'est comme ça, on fait des références aux uns aux autres. Mais là, on est carrément dans quelque chose de direct. Il est dans notre film et on est dans son film. Pour la petite anecdote, Mitterrand. Comment est venue cette idée? Alors moi je vais vous dire comment elle est venue, c'est qu'avec Olivier, on se raconte souvent le lundi beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses. Et comme c'est un gars marrant, un jour il m'a dit putain, hier j'avais un devoir à faire avec mon fils, j'ai vu cette image et j'ai voulu tester sa candeur. Et je lui ai raconté cette histoire qu'ils étaient ensemble et qu'ils se donnaient la main. Et j'ai vu que jusqu'à un certain point, il y a cru. Et je lui ai dit, j'étais tellement mort de rire de son anecdote que je lui ai dit, il faudrait qu'on la place quelque part. Et honnêtement, elle était consignée dans une boîte à idées, jusqu'à ce qu'effectivement, au moment où on se dise, il faut qu'on raconte que le petit il est encore assez enfant et pas assez. Et là, on s'est dit, mais c'est le moment de la ressortir. Et là, je me suis fait un plaisir de lui dire que c'était le bon moment pour la ressortir. On a dit tellement que ce soit vrai, on a appris que finalement c'était vrai. Souvent, on a des scènes de danse dans nos films, et là, il n'y en avait pas dans celui-là, et à un moment donné, on a ressenti le besoin d'en créer une. Alors, on a démarré par Louis, un jour, on a demandé à Louis de danser face au miroir, et ça nous a inspiré, ça nous a vraiment inspiré, parce qu'on pense que quelqu'un qui danse, il en dit beaucoup sur lui-même, sur son âme. Et donc un jour on a demandé à Camille, écoute, voilà, on va te faire danser, écoute ces 3 chansons-là, laquelle t'inspire? Elle a choisi I'm So Excited, on a fait 0 répète, il y a quasiment un plan, et elle ne savait pas du tout que Louis allait débarquer dans la scène, et donc on a essayé de capter vraiment un moment de vérité qui nous bouleverse. Parce que c'est vrai, elle danse, elle a une façon de danser qui rappelle ces mouvements de danse des années 80, et en même temps, qu'à un moment du parcours de Sandrine dans le film,
où elle respire, elle sort la tête de l'eau, alors que son mari, lui, est plutôt la tête sous l'eau. Donc ce point d'équilibre-là nous bouleverse jusqu'au moment où ils s'attrapent, ils se prennent dans les bras. Et on trouve que c'est un magnifique moment qui n'était pas prévu. C'est aussi un petit miracle qui s'est passé sur le plateau. Je pense que des fois, on est sur un plateau et on ressent ce qui peut manquer au scénario. Et ce qui manquait au scénario, c'est quelque chose qu'on disait sur nos parents. C'est-à-dire que c'était un peu biscornu leur relation, enfin, surtout les miens. C'était un peu complexe, c'était un peu tendu. Mais je dirais de façon métaphorique, ils ont continué à danser ensemble toute leur vie. Et c'est-à-dire danser, c'est-à-dire être dans le même mouvement, dans une même synchronisation, et continuer à être l'un avec l'autre. Parce que quand on danse avec quelqu'un, on ne peut pas être arythmique. Et donc, ce moment symbolise très bien le couple qu'a formé nos parents. C'est-à-dire, même quand ça montait pour l'un ou ça descendait pour l'autre, ça ne les empêchait pas de danser ensemble. C'est pour ça que je trouve cette scène très émouvante, et que c'est pour ça qu'on ne lui a même pas dit, et que quand elle voit Louis dans le film, en fait, elle voit Louis pour de vrai. Et donc, elle est vraiment touchée, et lui, de façon totalement atypique et imprévisible, il a levé son espèce d'attaché-caisse, lâché, et est parti dans la danse. Et je pense qu'on savait que cette scène serait marquante, en tout cas, parce qu'on a regardé la tête des techniciens, et il y a toujours ça, quand on fait des films, c'est bizarre, mais comme nous on fait beaucoup attention au public, on se dit toujours que les techniciens c'est les premiers à être nos spectateurs. Et parfois ils font leur portable parce qu'on fait 54 fois la même scène, et parce qu'à un moment, voilà, mais là, je peux vous dire qu'il n'y en avait pas un qui n'était pas l'œil sur l'écran en train de se dire qu'il se passait quelque chose. On a déjà vécu ça avec Omar Sy quand il danse pour François Cluzet, on a déjà vécu ça dans Le Sens de la Fête, quand le ballon était en l'air. Il y a des moments où on capte l'attention, y compris du tournage, et ça veut dire que normalement, on captera l'attention des gens dans la salle. Oui, parce normalement. En plus, on s'y attend pas, quoi. C'est tant mieux. Non, parce que c'est vrai que c'est surprenant pour le spectateur. Si vous voulez, on s'y attend tellement pas que même Camille ne s'y attendait pas. Et oui, voilà, c'est pour ça qu'il regarde ne serait-ce que pour voir sa tête. Et oui. Nous, on travaille, on pense pour la salle de cinéma. Quand on écrit un scénario, quand on tourne un film, quand on est sur un plateau, on pense beaucoup et uniquement à la salle, aux spectateurs qui sont dans la salle de cinéma. Et en ce moment, on fait le tour de France et c'est un bonheur, et on a vraiment l'impression que ce film doit se découvrir en salle, entouré d'autres gens qu'on connaît pas. On va se redécouvrir à la télé plus tard, mais là, c'est vrai que voilà, on est. La première émotion, elle est pour la salle. Et on a qu'une hâte là, dans quelques instants, d'aller en salle pour vivre le film avec les spectateurs, parce que c'est un vrai bonheur. Même quelques minutes, même la fin, on a besoin de sentir l'atmosphère de la salle, qui est cette espèce de mélange étrange et chimique entre gens qui ne se connaissent pas et qui vivent quelque chose ensemble. Et ça, ce film est fait pour ça, c'est vrai, par les musiques, par les sensations, par les couleurs, par la teinte. C'est un film de salle. Il ne faut pas le voir pour la première fois sur un iPad. Ça serait dommage. Le cinéma, est-ce que c'est juste une illusion, comme n'importe quel art ? C'est une illusion, parce qu'on appelle ça la magie du cinéma. Et donc un illusionniste, c'est un magicien. C'est un tour de magie. Je vais vous dire, à la seconde où vous voyez un personnage dans un film, qui joue un personnage historique, c'est un menteur. Il ment, ça n'est pas lui. Et donc ce premier mensonge, il va falloir qu'il vous fasse un tour de passe-passe, avec maquillage, coiffure, pour que vous commenciez à y croire. Et ben, c'est exactement une illusion, mais pour nous, en tout cas pour nous deux, c'est la plus belle. Et ça, c'est un beau mot de conclusion. Oui, oui. Voilà, j'ai l'impression que là, normalement, il y a les Américains, les drapeaux, les majorettes et tout qui arrive. Donc, thank you very much.